Merci beaucoup. Mes remerciements à Sonia Tello-Rosas pour cette invitation et également à toute l'équipe du CRISE, Eliane Brisebois, Denis Herbouissière, pour l'organisation, l'accueil et l'organisation de ce congrès que je trouve passionnant et stimulant. Alors, de quoi va-t-on parler ? Le point de départ, c'est vraiment ce dilemme de l'égalité en démocratie. Historiquement, beaucoup de groupes sociaux sont exclus du statut de citoyen. Les étrangers, les femmes sont écartées du droit de vote, des droits civils, politiques et sociaux. Les pauvres aussi. Le sociologue Georges Simmel avait montré comment l'assistance privait des droits de citoyens. Quand on reçoit l'assistance, on n'a pas tous les mêmes droits que les autres. Et puis, ce n'est pas seulement les droits, en fait, c'est aussi la possibilité de participer au débat. Par exemple, pendant la Révolution française, ou juste avant la Révolution française, on a eu toute cette période d'états généraux. Et le tiers-État venait discuter avec le clergé et la royauté. Mais ceux qui ne payaient pas l'impôt, c'est-à-dire les pauvres, n'étaient pas inclus dans ce tiers-État. Donc c'est le fameux quatrième ordre. C'est de là que vient l'expression quart-monde pour le mouvement ATD quart-monde, si vous connaissez, dans lequel je suis assez impliquée. Donc on est dans un contexte de crise multiforme, on en a beaucoup parlé hier. Le professeur Howard a parlé de ce livre de Nancy Fraser qui parle de capitalisme cannibale, qui dévore la démocratie. Et c'est vrai que du point de vue démocratique, on est dans un contexte très sombre, avec la polarisation des sociétés, des désordres informationnels et la restriction des libertés en contexte de crise. Mais on est également dans une société en mouvement, avec beaucoup d'exigences d'innovation sociale, on est ici pour en parler, mais beaucoup d'exigences citoyennes des individus. On a des demandes de reconnaissance, on a des gens qui ont beaucoup de connaissances, et puis on a des mobilisations discrètes dont je vais pas mal parler ce matin. Et puis, on a aussi des révoltes, on a eu les Gilets jaunes en France en 2018. On a nos dernières révoltes suite au meurtre d'un jeune Naël, 17 ans, racisé par un policier. Donc ça, c'était en 2023. Et donc, on a des classes populaires qui s'expriment de manière parfois violente, qui sont déçues de la démocratie, qui se sentent incomprises, maltraitées, méprisées par les élites. Et là, on a un risque d'aggravation de ces colères, de l'abstention, du vote de l'extrême droite. Et pourtant, on a des contributions. Il y a eu... des cahiers de doléances, des débats incroyables lors des Gilets jaunes, avec des demandes de justice sociale et de justice fiscale absolument intéressantes. Donc voilà, d'où je parle très rapidement. Donc je suis sociologue de la citoyenneté, de la participation. Récemment, j'ai pas mal travaillé sur les questions de recherche participative, de croisement des savoirs, avec Baptiste Gaudry, notamment que vous connaissez peut-être ici, et vient de sortir ce numéro de la revue Mouvement sur la coproduction des savoirs. Et dans ce numéro, nous avons fait un itinéraire, c'est-à-dire quelqu'un revient sur tout son itinéraire depuis sa jeunesse, son engagement en Tanzanie et tout ce qu'il fait dans la recherche action participative. C'est Bud Hall qui est là et qui est là parmi nous et qu'on pourra écouter au dîner. Donc, c'est intéressant de voir qu'on se croise tous ici, on se rencontre d'ailleurs ici pour la première fois. De quoi je vais parler ? Mon introduction était un peu longue. C'est ça, on va essayer d'avoir des définitions sur les questions de participation, toutes les promesses qu'on peut avoir dans la participation et en même temps tous les risques de reproduction des inégalités sociales qu'elles peuvent recouvrir. Et sous quelles conditions cette démarche de participation et de délibération peut apporter de l'émancipation et de la transformation sociale. Et une deuxième partie, ce qui m'avait été aussi demandé, c'est de prendre la question sous l'angle un petit peu différent, mais qui se rejoint de la citoyenneté, ou plutôt des différentes conceptions et manières de penser la citoyenneté, avec un focus là sur la question des citoyennetés ordinaires et de la politisation discrète. Et puis, s'il me reste encore un peu de temps, je vous présenterai une nouvelle recherche qui va durer 7 ans, là, sur laquelle on est engagé en France. Donc, pour démarrer, des éléments de définition, en fait. Donc, pour se repérer dans les débats et les pratiques en matière de participation, il faut peut-être un peu définir de quoi on parle. Et en réalité, donc ça, notamment, c'est Yves Saint-Omer qui l'explique très bien, les idées de participation et de délibération sont très distinctes. Elles peuvent même rentrer en tension. L'une, la participation, elle est centrée sur le partage du pouvoir de décider, et l'autre sur le débat public. Donc sur la participation, donc on a la référence à la démocratie directe,
au tirage au sort, au partage du pouvoir de souveraineté. On a une autrice comme Carol Pateman qui a beaucoup réfléchi à la question de la démocratie et de la participation dans le monde de l'entreprise d'ailleurs, avec une participation étendue à la sphère économique. Et cette participation a généralement été occultée ensuite dans les débats actuels sur la démocratie participative. Donc on avait une histoire autour de l'autonomie, l'égalité politique dans les sociétés de secours mutuels, dans les associations ouvrières dans le XIXe siècle, avant que ce soit relayé ensuite par des syndicats et des partis politiques de masse. Et notre collègue Samuel Hayat montre bien que cette tradition de la démocratie directe puis du socialisme révolutionnaire a quasi disparu au profit d'une autre conception de la démocratie et de la représentation, plutôt élitiste, avec l'élection qui s'est imposée au XIXe siècle et qui comporte des traits aristocratiques. Les élus gouvernent dans le temps, s'installent, s'autonomisent du peuple et puis surtout appartiennent aux classes sociales les plus favorisées. Dans tous les cas, on a des signes de crise de cette démocratie représentative sur laquelle je ne vais pas trop m'étendre. Mais voilà, c'est bien cette question du partage du pouvoir de décision dont il est question ici. La délibération, maintenant, c'est plutôt le domaine du débat, de l'échange public d'arguments. Donc, c'est autour de Habermas, ce philosophe et sociologue allemand, qui est toujours vivant et qui a beaucoup produit sur les questions d'espace public. Donc, la délibération, c'est cet échange d'arguments en public. Et la démocratie délibérative, c'est l'idée qu'il y a toujours des représentants, des élus, donc on continue à voter tous les 5-6 ans, 4 ans, mais la conception du bien, du juste, les bonnes décisions qui sont prises peuvent être nourries face l'objet d'un débat pluraliste constant, d'un débat égalitaire avec la population. Donc les deux, on verra un peu plus tard un peu des critiques ou des améliorations de cette théorie d'Habermas. Les deux sont sur le plan théorique opposés. Elles peuvent même rentrer en tension. On peut prendre quelques exemples. On peut avoir des dispositifs dans lesquels il y a une grande qualité de délibération qui est faite. Par exemple, des mini-publics, des conférences de citoyens où on est peu nombreux, avec des gens tirés au sort, et on prend beaucoup de temps, on prend le soin de réfléchir et de produire des propositions. Mais donc, cette qualité de la délibération, elle peut se faire sans la participation, c'est-à-dire qu'il y a un petit nombre de personnes qui est concernées et les décisions qui en suivent ne sont pas énormes, donc le pouvoir de décider n'est pas énorme dans ces démarches. Puis à l'inverse, on peut avoir des démarches très participatives, par exemple des formes de contrôle populaire direct, dans lesquelles la délibération peut être très légère, très, très petite. Disons qu'on va voter, on va prendre des décisions, mais sans vraiment discuter. Et donc, les expérimentations les plus intéressantes, elles essayent d'articuler les deux dimensions, bien sûr. Par exemple, lorsqu'on a des conventions citoyennes qui sont suivies de référendums, ça a été le cas en Islande sur la constitution, conférence de citoyens qui a construit une nouvelle constitution, puis ça a été soumis au vote. Ça a été le cas pour la mise en place de l'avortement en Irlande, etc. Bon, mais finalement, dans les faits, on confond quand même un peu les deux notions et on parle de démocratie participative ou délibérative pour dire un peu la même chose, finalement, de transformer cette démocratie représentative et de la rendre plus inclusive. Donc ça, je ne vais pas rentrer trop dans la description de ce schéma, mais j'avais fait ça dans mon livre « Faire participer les habitants » pour dire qu'en fait, derrière la notion de participation, il y a plein de catégorisations différentes de la participation. Par exemple, la participation inutile, personne ne vous dira que c'est inutile parce que c'est demandé par la loi, c'est plutôt bien vu de faire de la participation. Par contre, dans la conception, quand on se retrouve dans cette case, c'est qu'on pense que tout fonctionne bien dans nos institutions et qu'il n'y a pas spécialement d'intervention particulière à mener auprès des publics éloignés. Donc, on fait de la participation pour de faux, finalement. Et puis, on a ce qu'on retrouve souvent, moi, ce que je retrouve beaucoup encore, l'injonction participative, où là, l'essentiel de l'action, c'est d'essayer de mettre les citoyens à niveau du débat public
Et donc, les institutions ne sont absolument pas questionnées. Il n'y a pas d'histoire de vouloir transformer la société ou les manières de prendre des décisions, ni d'enrichir les décisions des institutions. Par contre, il y a un travail très fort de conformation, de mise à niveau, d'apprentissage, de pédagogie vis-à-vis des masses de la population. Et ça, c'est malheureusement très délétère parce que ça produit plus de reproduction des inégalités que de transformation sociale. Donc, beaucoup d'auteurs ont montré que, malheureusement, dans la mise en place de la participation et de la délibération, si on n'y prend pas garde, eh bien, les inégalités sociales ressurgissent très fortement et on a même une reproduction, voire un renforcement des inégalités qui peut se faire. Daniel Gaxi, c'est un auteur qui avait montré que on avait un système de suffrage censitaire en Europe, en France et dans d'autres pays, jusqu'en 1848, où ne pouvaient voter que ceux qui payaient l'impôt, le cens, donc plutôt les pauvres ne pouvaient pas être citoyens, et que bien sûr on est maintenant dans un suffrage universel direct, mais que subsiste un sens caché, c'est-à-dire que nos élus, nos responsables, nos dirigeants sont plutôt des classes supérieures, blancs, diplômés, etc. On a toute la dimension de stéréotypes, d'incompréhension, d'injustice épistémique qui vont se développer dans les dispositifs participatifs et qui vont faire que les personnes ne sont pas entendues, ne sont pas crues, ne sont pas comprises et que le rendez-vous est manqué et que ça renforce encore les stéréotypes des uns envers les autres, en fait, entre l'administration, par exemple, et la population. L'injonction participative, j'en ai déjà parlé. Et puis, il y a cette histoire de l'institutionnalisation et de la professionnalisation vue comme danger. C'est vraiment là la question, c'est compliqué parce qu'on a besoin de professionnels, d'experts, et bien sûr, il faut organiser la participation et la délibération, mais on peut voir que souvent, dans cette dynamique d'institutionnalisation, finalement, l'enjeu de la participation est réduit à sa seule dimension méthodologique. On va avoir des kits méthodologiques, et puis on va réduire aussi la participation à de la communication descendante bien souvent. Disons que des institutions vont avoir tendance à déléguer le sale boulot d'organiser la participation à des consultants, à des communicants, qui vont finalement plutôt œuvrer dans un sens de communication descendante de l'institution et pas trop de remontée de problèmes, voire de solutions et de transformation de la société. On a aussi pas mal de sociologie critique qui nous montre que on a une institutionnalisation de la participation en France. Par exemple, les services de l'État carrément se mettent à promouvoir la participation, mais on a un État aussi assez autoritaire et répressif sur certains points, par exemple sur les questions de laïcité, de répression des associations contestataires, sur les enjeux d'écologie, sur les enjeux de discrimination religieuse et raciale. Et donc, on a cette cohabitation, là, on l'avait vu après les Gilets jaunes, entre des réponses assez autoritaires et du débat, de la discussion, de la participation. Donc, les deux peuvent aller ensemble et ça peut nous questionner. J'avais prévu de vous projeter cette image qui, pour donner un exemple, ça, c'est un photolangage qu'on avait fait dans une démarche de croisement des savoirs avec ATD Quart Monde. Et le groupe des personnes en situation de pauvreté avait choisi cette image. On travaillait sur le mot « collaborer ». Et donc, en disant, nous, les personnes en difficulté, est-ce qu'on nous prend au sérieux? Est-ce qu'on existe en tant que personne? On est trop souvent des personnes invisibles, tout en étant présentes. Donc, c'est la question d'être présent, mais d'être invisible, incompris, non écouté, finalement inutile pour le bien commun, ce qui est assez insupportable à vivre pour elles et eux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a comme piste pour réfléchir à une démocratie plus inclusive? Alors, on a des pistes du côté des théories. Après, je viendrai aux pistes du côté des pratiques, même si je pense qu'il faut articuler les deux, et en fait, ça marche. Les deux marchent ensemble, on réfléchit en faisant et on fait en réfléchissant, enfin voilà. Mais par souci de clarté, là, je les sépare. Donc, en fait, on a tout un tas d'auteurs qui ont lu, qui s'appuient et qui critiquent Habermas dans sa conception de l'espace public. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, Axel Honneth, donc sociologue, philosophe allemand, disciple de Habermas, lui, met beaucoup en avant la question des classes sociales. Il dit grosso modo que Habermas ne fait pas assez attention aux classes sociales et à la question du corps.
donc des émotions, des langages différents, voire aussi des conflits et des formes peut-être violentes, non argumentatives de l'expression des personnes. Et que ce qui est important, c'est la question de la reconnaissance, c'est-à-dire que quand les gens viennent discuter avec d'autres, ce n'est pas seulement pour avoir le meilleur argument, donc ce n'est pas seulement dans une logique de convaincre ou d'avoir le meilleur argument, c'est aussi dans la logique d'être reconnu comme un citoyen à part entière, donc cette histoire de reconnaissance qui est forte. On a aussi Iris Marion Young, philosophe féministe, qui elle aussi propose d'autres manières de penser le débat après Habermas, en faisant attention à l'égalité, justement, et elle donne 3 pistes pour penser des espaces publics plus inclusifs. La première piste, c'est les salutations, c'est le fait de se dire bonjour, de se reconnaître, peut-être de prendre le temps de boire un café, d'avoir une relation, de se reconnaître. Ça peut passer par des mécanismes de rémunération, d'être bien installé pour discuter, etc. La question de la rhétorique, là, c'est de faire attention aux formes de la discussion et de la production participative, par exemple, utiliser des images, utiliser l'humour, être dans des choses qui soient désirables et pas seulement argumentatives, un langage de personnes diplômées qui ne va pas à tout le monde, quoi. Et puis enfin, très important, la question des récits. Les récits, puisque c'est ce qui met à égalité tout le monde. Tout le monde a des récits à raconter de sa réalité sociale, et ça permet, comme la réalité sociale est multiple, de pouvoir avoir des points d'entrée qui soient égalitaires, où les gens se racontent, et à partir de récits, peut-être croiser des récits, creuser, démarrer une enquête, comme dirait John Dewey, une enquête sociale, mais qu'on va coproduire ensemble. Bon, je ne vais pas tout dérouler, certaines communications en ont parlé hier, des espaces publics oppositionnels ou contre-espaces publics, avec Nancy Fraser ou Bell Hooks, et peut-être aussi Saúl Alinsky, c'est pas très loin. Donc ça, c'est la question de l'auto-organisation, du fait que les personnes peut-être s'expriment dans leur univers, ont besoin aussi de safe space, d'endroits de confiance, pour pouvoir se construire, prendre des forces et pour pouvoir peut-être aller discuter et faire valoir leurs droits en dehors. À Alinsky, j'ai beaucoup apprécié la première journée du congrès, la première table ronde, où il y avait aussi le monde syndical. C'est aussi la question de s'organiser, de s'auto-organiser. Et là, c'est l'idée de comment accompagner les classes populaires, les subalternes, à s'organiser pour faire valoir leurs droits, des formes de syndicats d'habitants. Et puis, Arkon Fung, là, c'est la question de l'activisme délibératif qui me semble intéressante. L'idée, c'est partout où on est, dans nos métiers, dans nos positions dans la société, en tant que voisine, mère, enseignante ou autre, on peut faire de l'activisme délibératif, c'est-à-dire pousser pour qu'on puisse débattre, discuter, critiquer et faire attention à ce que tout le monde puisse avoir sa place là-dedans. Donc, du côté des pratiques, en fait, il y a 3 gros ensembles de leviers pour une démocratie inclusive, si on résume tous les travaux qui existent là-dessus. Le premier, il renvoie à notre histoire de partage du pouvoir de décision, et donc de faire attention au lien entre la participation et la décision. Bien souvent, on évacue ça très vite, et donc on ne réfléchit pas à ce à quoi va servir le débat, la discussion, la participation. Et ça produit des effets délétères. La promesse déçue de participation, de peser sur les décisions, elle est vraiment très mal vécue par les populations. La deuxième piste, ça nous renvoie à la question du débat. La délibération, c'est avoir une bonne qualité de débat en démocratie. Et puis le troisième, pareil, qui est parfois oublié, c'est la question de toujours arrimer les actions et les démarches à des associations et des collectifs. Donc si je déroule un petit peu, je ne sais pas trop où j'en suis du temps, mais j'y vais, sur clarifier le lien entre la participation et la décision, bien sûr, il s'agit, dans le meilleur des mondes, d'avoir des démarches participatives complètement participatives, c'est-à-dire que la décision est partagée de A à Z, du début du dispositif jusqu'à la fin, entre des professionnels, par exemple, et de la population, peut-être avec des chercheurs aussi, si on parle de recherche participative, avec cet idéal d'articuler des objectifs à la fois scientifiques ou de connaissance, de meilleure qualité des décisions, et l'objectif plus politique d'émancipation et de transformation sociale. Bien sûr, si on a cette démarche-là presque un peu radicale, on a pu parler de démarche participative radicale, là, on est vraiment dans le champ de l'égalité et on travaille à l'égalité en démocratie.
Ben, si on n'arrive pas jusque-là, au moins de clarifier le lien entre participation et décision, le fait que pousser les institutions, par exemple, à répondre aux demandes et aux contestations ou aux propositions qui émanent de la société et de ne pas les laisser sans réponse dériver comme ça et aller vers peut-être des solutions de repli, de silence, de violence ou de vote à l'extrême droite. Une autre piste, c'est le pilotage pluriel. C'est le fait de ne pas confier à un seul groupe social la tâche de penser, suivre, piloter la démarche participative, mais bien de la piloter en collectif pour pouvoir avoir un impact sur les institutions et les individus. Travailler la question des supports de publicisation, c'est-à-dire la restitution, l'évaluation, peut-être avoir des critères de validation partagés de ce qu'on est en train de faire. Donc là, tout le côté un peu réflexif des démarches. Et puis, bien sûr, puisqu'on parle de partager le pouvoir de décision, réfléchir à des temps, des moments, à l'utilité éventuellement de systèmes de vote, de référendum ou de vote par consensus, mais en tout cas, réfléchir à la décision. Sur la qualité du débat, là, dans les 3 jours du congrès donnent beaucoup de pistes, donc je ne vais pas trop les développer, mais diversifier les publics, les formats pour coproduire l'enquête sociale, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plein de types de démarches d'enquête qui vont se faire dans la société. Il faut toutes les encourager, je pense. Soigner l'animation, moi je parle d'artefacts d'égalité, alors c'est-à-dire c'est toutes les techniques, les outils, ou les manières de faire qui vont baisser les barrières d'entrée dans l'espace public, par exemple interdire les sigles, faire reformuler des propos compliqués, trouver des moments de pause quand la discussion s'envenime ou est complexe pour revenir dans des petits groupes de discussion. La question de la rémunération peut être une forme d'artefact d'égalité, de rémunérer le savoir issu de l'expérience. Il peut y avoir des choses intéressantes à aller voir du côté du croisement des savoirs et des pratiques, d'ATD Carmonde comme exemple. Voilà, et puis je l'ai déjà dit, les supports de publicisation tout à l'heure. Puis enfin, la question des associations, des collectifs qui, dans le champ de la démocratie participative, en tout cas en France, est peu prise en compte. On oublie ça et il y a quand même une tendance à aller chercher l'individu isolé, le citoyen, l'habitant tout seul. Et donc, il y a un risque de contourner comme ça les associations et les collectifs dans les démarches de démocratie participative. Et donc, l'idée, c'est de ne pas couper les savoirs expérientiels des collectifs qui en sont à l'origine. Donc, travailler avec ces collectifs, trouver des manières, un peu comme ces histoires de mandat impératif ou de représentation démocratique, où il y a des gens qui prennent du temps pour discuter, mais ils sont connectés à leur milieu. Et ça vaut pour tout le monde, c'est-à-dire pour les professionnels aussi, pour les chercheurs et pour les classes populaires. Voilà, et donc toute la question brûlante de financement de la vie associative, de financement de la contre-expertise, où là, on est quand même en France, par exemple, les associations des quartiers populaires, il y a des baisses de crédits énormes, des baisses de contrats aidés qui étaient très utiles pour faire vivre les associations. Et puis cette tendance-là un peu inquiétante de restriction de la liberté associative contre laquelle il faut, je pense, résister. Donc trouver peut-être des formes alternatives de financement et de soutien. Là, je voulais vous donner un exemple de démarche participative, donc l'espace collaboratif Croiser les savoirs avec toutes et tous, avec des groupes de pairs. On avait travaillé sur les conditions, on avait réfléchi entre tous ces champs-là, tous ces groupes, on était une 50aine, à quelles sont les conditions éthiques, méthodologiques aux recherches participatives. Et parmi les pistes qu'on avait trouvées, c'était on a beaucoup réfléchi à cette histoire de groupe de pairs, donc de non-mixité, l'utilité de la non-mixité partielle, non-mixité de temps en temps, mixité en plénière, le passage de l'un à l'autre, qu'est-ce que ça permettait en termes d'égalisation des forces, en fait, de savoir. Et puis, on avait aussi beaucoup réfléchi à des critères partagés de la validation des démarches participatives. Donc, j'avais un petit extrait de film, mais comme j'ai trop de choses à vous dire, je vais pas vous le passer. Et donc, je passe à la deuxième partie de ma présentation, autour des questions de citoyenneté. Donc, on prend le problème par un autre bout, qui est celui des citoyennetés. Donc les Citizenship Studies, qui sont peut-être connus au Québec, je ne sais pas, en France, pas beaucoup. On a quelqu'un comme Catherine Neveu qui a beaucoup œuvré et qui continue de le faire pour qu'on en parle en France.
Et donc, on a des auteurs comme Eising ou Turner qui nous disaient dans leurs livres, en fait, l'enjeu là de cette démarche, c'est pas de définir qu'est-ce que c'est que la citoyenneté en tant que professionnel ou en tant que chercheur ou quoi, mais plutôt de se demander qu'est-ce qui est appelé citoyenneté par les gens, par les individus, par les groupes. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'en France, certains collectifs militants ne veulent pas du tout utiliser cette appellation de citoyen, parce que ça renvoie pour eux à la question un peu disciplinaire de l'État, du contrôle, et ça renvoie aux droits et aux devoirs. Mais pour d'autres, notamment des collectifs de jeunes racisés des quartiers populaires que j'ai beaucoup côtoyés, ils revendiquent au contraire ce mot de citoyen dans leur démarche, dans leur festival. Kiwitas, ça veut dire citoyen en grec, je crois, en latin. Et justement parce qu'ils revendiquent d'être reconnus comme citoyens à part égale par les autres. Donc, selon un peu les groupes, on a différentes manières de se revendiquer de la citoyenneté. Et puis, Catherine Neveu et John Clark et d'autres expliquent que dans Disputing Citizenship, comprendre la citoyenneté sous un angle un petit peu large, là, permet de saisir les processus selon lesquels les citoyens sont contestés, eux-mêmes contestent dans des situations ordinaires ou dans des situations extraordinaires de révolte, par exemple, mais aussi dans le quotidien. Et comment il y a des processus d'affiliation multiples, le quartier, le groupe, le territoire, la condition, et pas seulement les institutions qui définissent la citoyenneté. Donc voilà, on a... j'avais fait une synthèse bibliographique sur les questions de citoyenneté et j'avais vu qu'il y avait 3 grandes dimensions de la citoyenneté qui ressortaient de tous les travaux. Donc une dimension institutionnelle autour des droits et des devoirs, où en fait c'est plutôt la définition juridique de la citoyenneté là, qui est travaillée. C'est l'histoire du statut qui ouvre un ensemble de droits, le droit de vote, le droit d'association, de grève, d'expression, d'information, les droits sociaux aussi. Et puis un ensemble de devoirs, donc le devoir de payer des impôts, de respecter les lois, la propriété, faire son service militaire quand il existe ou autre. Et l'ensemble de ces droits et devoirs sont garantis par la Constitution. Et en fait, cette dimension de la citoyenneté, c'est celle qui est la plus présente dans les imaginaires, dans la société en général. Quand on pense citoyenneté, on pense vraiment beaucoup tout de suite à cette dimension institutionnelle. Et dans les travaux de recherche, c'est globalement beaucoup de travaux qui sont dans cette dimension-là. Et les 2 autres sont un peu moins présentes. Alors la deuxième, la dimension qu'on peut appeler administrée, c'est toute la relation entre gouverné et gouvernant, où là, finalement, bon, on a quand même des gouvernés, donc c'est des relations un peu asymétriques, hein, on comprend bien. Donc les gouvernés ne sont pas trop vus comme des sujets politiques, mais plutôt comme des gens qui reçoivent une action publique, même si dans tout ce domaine, il y a toute l'évolution depuis 20, 30 ans, la question des interactions au guichet, donc la relation de service qui va se faire en interaction, donc là un petit pouvoir de coproduction du service public peut-être qui peut se faire du service. On a aussi des travaux et des démarches autour de la démocratie participative justement qui vont interroger cette relation gouverné-gouvernant. Puis la troisième approche là, relationnelle de la citoyenneté, celle-ci, elle élargit vraiment la focale et elle appréhende la citoyenneté dans sa dimension relationnelle. Et territoriale. L'analyse, elle est beaucoup centrée là, sur les usages et les pratiques des citoyens dans leur milieu de vie, sur ce qu'ils ont comme pratique comme pensée, comme compétences. On parle de compétences ou de savoir citoyen, des capacités à se faire entendre, à comprendre, à représenter le monde, à agir pour de la solidarité, pour défendre des droits, pour demander des comptes, etc. Et donc là, quand on est là, on se place vraiment au croisement de la perspective un peu collective et individuelle dans la société. Et donc, on n'extrait pas les citoyens de leur contexte. Et on voit vraiment la citoyenneté comme un processus social et politique. Voilà, et donc, c'est Catherine Neveu, notamment, qui a beaucoup développé ça. Et j'avais voulu dire un mot de ce qu'elle avait raconté sur l'émancipation et la discipline. Donc, elle parle des 2 faces de Janus. Donc, Janus, c'est un dieu grec, je crois. Donc, c'est une médaille. On voit une tête vers le futur et une tête vers le passé. Et Catherine Neveu dit la citoyenneté, c'est pareil. Il y a les 2 faces. Il y a l'émancipation et la discipline. Et donc, les 2 sont ensemble. Il y a une tension, finalement, entre les 2, inévitablement.
Voilà, quand on a une sociologie critique parfois qui ne voit que le côté disciplinaire dans la citoyenneté ou dans la participation, là, on va essayer de leur dire attention, il y a peut-être aussi des dimensions émancipatrices dans ces pratiques. Il y a de la résistance, il y a de l'ironie, il y a de l'humour, il y a des manières, des stratégies de pas de côté. Et de l'autre côté, on a des sociologues qui sont peut-être un peu populistes et qui voient que de l'émancipation dans la participation et à qui on va dire, ouais, quand même, on est sur des sujets qui sont toujours un peu sur le fil entre ces deux dimensions-là. Pour poursuivre là-dessus, donc les dénis de citoyenneté et les luttes, ben voilà, bien sûr, c'est aussi l'idée de dire qu'il y a à la fois des situations statutaires, juridiques délicates. Par exemple, les Roms en France, jusque très récemment, jusqu'il y a une vingtaine d'années, ne pouvaient pas voter s'ils n'avaient pas un carnet de résidence qui était signé. Donc il fallait qu'ils disent qu'ils habitaient à un endroit précis, alors que c'est des gens du voyage. Mais non seulement d'avoir une adresse, mais en plus d'avoir ce carnet signé régulièrement, donc revenir régulièrement à l'endroit où ils avaient ce carnet pour pouvoir voter. Ce qui est complètement fou, puisque des gens ont des résidences secondaires et une adresse là-bas, n'y vont jamais et peuvent voter sans problème. Mais ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas les Roms. Donc ils ont réussi, c'est ça l'idée des luttes aussi, à faire valoir leurs droits et à faire supprimer ce carnet de résidence. On a cette situation de déni de citoyenneté. Notre collègue Patrick Simon parle de déni de francité pour une partie de la population racisée en France qui ne sont pas reconnus complètement, alors pas forcément statutairement ou juridiquement, mais dans les faits, dans leur pratique, comme des citoyens à part entière. Mais comme on l'a vu aussi dans l'histoire, aux États-Unis notamment, il y a une implication des personnes dans la solidarité, dans des démarches de citoyenneté et de demande de droits, malgré l'absence de droits. Donc c'est cette dialectique-là d'être privé de droits, mais de lutter pour les obtenir. Pour Étienne Balibar, je termine là-dessus, sur ces histoires un peu générales de citoyenneté, c'est un peu théorique, pardonnez-moi, j'espère que ça va. Étienne Balibar dit, en fait, la citoyenneté, elle est toujours imparfaite. Ça ne veut pas dire qu'elle est défectueuse, mais elle est toujours en chantier, en fait. C'est toujours un processus en train de se faire, toujours des pratiques. C'est pas permanent, et donc ça a toujours besoin de se travailler. Un peu comme le professeur Howald disait hier que l'innovation sociale, on ne peut pas l'exporter comme ça, comme un iPhone. Bon, ben, la citoyenneté, la participation, c'est pareil, il faut toujours la réinventer, la refaire vivre dans des pratiques. J'en viens donc à cette histoire de citoyenneté ordinaire. Et donc l'attention qu'on peut porter à ces démarches, à cette action, cette activité de citoyenneté ordinaire. Donc toutes les pratiques horizontales de la citoyenneté des individus, et notamment des classes populaires ou des subalternes, des personnes discriminées. Donc c'est leur pratique ordinaire de solidarité, etc. C'est aussi leur compréhension du monde, c'est aussi des manières d'interpeller plus ou moins discrètement les institutions. James Holston, lui, c'est au Brésil, avait montré dans une file d'attente devant une banque, je crois, à quel point les discussions entre les gens dans cette file d'attente montraient qu'il y avait des principes de justice et d'égalité dans leurs interactions quotidiennes. Donc c'est vraiment cette idée que des conceptions et des pratiques citoyennes sont dans le quotidien et dans l'ordinaire. On peut s'appuyer aussi pour ces histoires de politisation. Alors la politisation, c'est la capacité aussi à relier des expériences vécues avec des grandes questions. C'est aussi la possibilité de se repérer dans des débats idéologiques. Et bien, cette politisation, on la voit souvent discrète dans les quartiers populaires. Alors, il y a James Scott qui avait parlé d'infrapolitique. Donc, James Scott, lui, il parlait de formes très discrètes, silencieuses de résistance des opprimés. Mais Assef Bayat, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas si discret que ça, en fait, justement. C'est pas si silencieux, pardon. C'est plutôt discret. Quiet activism, l'activisme tranquille, peut-être discret. Et donc, c'est des formes à la fois de prise de parole ou d'être dans l'espace public, d'art de la présence en public, qui sont à la fois visible et on se rend visible en se regroupant dans l'espace public, par exemple, et il peut y avoir des actions collectives épisodiques. Donc, ce n'est pas complètement invisible.
Mais c'est discret dans le sens où il y a une forme d'engagement qui est pas coordonné, qui n'est pas forcément argumenté. Mais du simple fait que cet activisme tranquille, discret, soit pas organisé, ça réduit les coûts de l'engagement pour les personnes, et donc des personnes vont se reconnaître dans des manières d'être, de parler, par exemple dans les quartiers. Nos collègues Laurence Bérère et ses collègues ont fait un numéro de dossier. C'était dans International Journal of Politics, Culture and Society en 2023 sur la participation informelle, et l'introduction de leur numéro est vraiment fantastique sur toute cette notion de participation informelle, de différentes manières d'agir plus ou moins discrètement et sur plein de domaines. Et dans ce numéro, j'avais fait un article qui parle d'un exemple, c'est l'association Zonzon 93 en banlieue parisienne, qui a quelques traits communs avec Woodstock de Montréal-Nord, même si c'est beaucoup moins organisé, un peu plus le bazar, très prototype, enfin comment dire, très peu organisé, mais avec la même idée de faire des choses pour parler, pour éviter de tomber dans la délinquance, pour accompagner les jeunes, pour travailler la question des discriminations, de la reconnaissance, de la citoyenneté, etc. Et en fait, je définis, moi, la mobilisation discrète à partir de deux caractéristiques principales. Les mobilisations discrètes ou la politisation discrète, c'est d'abord, premièrement, c'est des actions qui ne sont pas revendicatives, en fait, qui ne cherchent pas à s'inscrire forcément dans des discours militants construits par rapport, par exemple, aux associations antiracistes. Il y a des liens, mais on se tient à distance parce que c'est un petit peu trop coûteux et même un peu dangereux d'aller vers ces discours construits parce qu'on pourrait en retirer des problèmes localement vis-à-vis de la municipalité qui nous finance, ou parce qu'on n'est pas à l'aise avec la question de l'idéologie très marquée. Et puis, deuxième trait caractéristique, c'est que c'est des actions ancrées dans le quotidien, avec de l'entraide scolaire, de l'entraide en cas de difficulté dans les familles, et puis beaucoup de récits personnels. À chaque fois, on se raconte comment ça va. Chacun raconte son histoire pour articuler son expérience personnelle à celle des autres et renforcer une prise de conscience collective. C'est aussi le fait de faire des choses ensemble, tout simplement, dans ces engagements discrets. C'est ma collègue Geneviève Pruvot qui parle de démocratie du faire. Donc beaucoup de bénévolat, d'événements culturels, des cours de sport. On fait des choses ensemble et il y a de la conscientisation, mais ça reste relativement discret. Voilà. Je termine en présentant la recherche d'hémosis qu'on va commencer. Donc c'est porté par l'université de Lille où je travaille, et il y a 7 autres établissements français qui sont associés, Grenoble, Cergy, Lyon 3, etc. Puis il y a aussi des universités partenaires internationales, et donc voilà. Et pendant cette année, on va travailler sur les questions de démocratie, citoyenneté et institutions face aux transformations des espaces publics. Il y a 6 équipes en France qui ont gagné ce projet-là. Et donc, nous, on va travailler sur la question de la démocratie et de la citoyenneté. Et en fait, on part de l'idée bien sûr, de la crise démocratique multifactorielle, la montée de l'abstention, la défiance à l'égard du personnel politique, la polarisation des sociétés, les désordres informationnels, là, les fake news et tout ça, enfin tout ce qui nous saute un peu à la figure maintenant avec les États-Unis. Et donc, on se place dans une recherche de comment reconstruire le commun, comment sauver la démocratie, on peut le dire comme ça, et surtout comment les citoyens s'y prennent, et les professionnels, et les institutions, et les collectifs, comment ils s'y prennent pour finalement reconstruire des espaces publics démocratiques et qui peuvent perdurer. Voilà, et donc on est organisé sous forme de 4 défis là, ou axes. Donc le premier, il est beaucoup centré sur les réformes institutionnelles. Peut-être il faudrait réfléchir à une nouvelle constitution en France, par exemple, qui date un petit peu et qui est assez peu adaptée aux évolutions de la société de notre démocratie. Et puis toutes les démarches de démocratie participative, comment les améliorer, etc.
Le défi 2 que je coordonne sur la question de la citoyenneté ordinaire, j'expliquerai un peu mieux ce qu'on va faire dedans avec la dernière diapo. Le défi 3 qui est par des collègues plutôt en sciences de l'information et communication. Je ne comprends pas toujours tout ce qu'ils disent, mais ça va être intéressant de discuter sur les désordres informationnels, comment est-ce qu'on peut stimuler la transmission de l'information et des connaissances pour lutter là, justement contre cette polarisation des sociétés et contre ces fake news. Et puis le dernier défi, non moins intéressant, c'est en fait toutes les attaques finalement qui pèsent sur la démocratie, à la fois le terrorisme, les cyberattaques, les attaques voilà, qui font que l'État réagit et se défend, mais aussi en même temps des attaques sur l'État de droit qui est menacé avec des restrictions des libertés publiques, des libertés académiques, des libertés associatives. Et donc toutes ces conflictualités-là qui menacent le fonctionnement de la démocratie dans différentes échelles. Et en fait, on va essayer de répondre, de réfléchir aux réponses institutionnelles et citoyennes à ces problèmes. On va par exemple faire une conférence de citoyens autour des questions de relations entre police et population. Et on va faire d'autres conventions citoyennes dans les années qui viennent sur d'autres sujets. Dans le défi 2, on va travailler autour de la question de la dématérialisation, qui est un frein très fort à l'accès aux droits et à la participation des personnes dans les droits sociaux. Et voilà, donc je termine avec ce petit zoom sur le défi 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place un baromètre de la démocratie. Donc ça, c'est une forme un peu de sondage amélioré, on va dire, pour essayer d'aller interroger les citoyens sur leur conception ordinaire de comment fonctionne la démocratie, ce à quoi ils tiennent, ce qu'ils sont prêts à laisser tomber, peut-être en matière de liberté ou de démocratie dans les années à venir. Voilà comment ils perçoivent le fonctionnement de la démocratie. La deuxième action dont je vais plus m'occuper, c'est qu'on voudrait organiser un croisement des savoirs entre des chercheurs, des professionnels, par exemple les chargés de mission citoyenneté et participation dans nos villes, qui se coltinent ces questions-là, et puis les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion, pour qu'on travaille, ces trois groupes ensemble, sur qu'est-ce que c'est que la citoyenneté, la démocratie, la participation, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui pourrait marcher. Qu'est-ce qu'on fait avec cette question du vote et de l'extrême droite aussi? Voilà. Les collègues historiennes vont faire un travail intéressant sur le laboratoire des initiatives citoyennes du passé, en explorant dans l'histoire, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, au XIXe siècle, notamment comment des groupes sociaux minorisés, subalternes, non reconnus, ont exercé une certaine citoyenneté. Ça pose des questions d'archives, parce que les archives n'ont pas forcément capter tout ça, donc il faut trouver des manières de faire de l'histoire orale ou de retrouver des archives pour renseigner sur toutes ces dynamiques de citoyenneté ordinaire finalement dans les périodes de l'histoire. Et puis on a des actions autour de la démocratie artistique ou culturelle et de la démocratie sanitaire pour travailler aussi avec les artistes et avec le monde de la santé. Voilà, et donc pour conclure, voilà ce qui est à la fois stimulant et préoccupant, c'est qu'on a une crise, on a de l'institutionnalisation de la participation, parfois teintée un peu d'une dérive autoritaire, là, et en même temps, on a un bouillonnement, et on le voit dans le Congrès, d'initiatives et de demandes de participation qui nous font penser un petit peu à ce qui a existé dans les années 70. Et la grande question, c'est comment concilier cette offre et cette demande de participation, comment visibiliser les engagements citoyens discrets. Et puis voilà, nous autres universitaires, on fait toujours un petit peu les malins avec des citations, là, donc j'ai fini par quelques citations, mais je ne vais pas toutes les dire, mais peut-être finir quand même par... On ne saura jamais si c'est Gandhi ou Mandela qui a dit cette phrase « Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous ». C'est une phrase qui continue de me perturber fortement parce qu'en tant que sociologue ou en tant que travailleur social, en tant qu'enseignant, on a une expertise, on fait des choses et peut-être qu'on les fait contre la population qu'on est censé accompagner vers l'émancipation si on ne la fait pas avec elle. Et donc sur cette question de l'expertise et de la contre-expertise, je pense que cette phrase est toujours à méditer. Voilà, donc il y a des choses à poursuivre et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Myriam Michaud, à l'Université TÉLUQ. Merci, c'est vraiment très riche et très intéressant. J'ai pris des notes sans arrêt. Et je me questionnais sur, vous avez nommé à un certain moment la montée de l'extrême droite, l'inquiétude que ça suscite, j'en suis. En même temps, ces personnes-là qui sont pro-extrême droite, qui votent pour l'extrême droite, qui militent, ce sont aussi des citoyens, des citoyennes, des personnes, évidemment. Comment, par exemple, dans votre projet de recherche là, qui a l'air super intéressant, on écoute ces personnes-là? On les empouvoie aussi ou pas? Qu'est-ce qu'on fait avec cette espèce de tension-là entre on veut inclure on veut permettre à toute personne de participer et en même temps, on résiste à certains discours, certaines postures, certains points de vue. Comment vous vivez ça? Puis qu'est-ce que vous prévoyez mettre en place pour ça? Oui, merci. Oui, mais c'est la grande question. La question, c'est l'écoute des arguments et des points de vue des citoyens eux-mêmes. Donc, dans le baromètre de la citoyenneté ordinaire, bien sûr, toutes ces paroles-là, elles vont être dites, entendues et écoutées et prises au sérieux. Par exemple, dans les Gilets jaunes, il y a eu des cahiers de doléances qui ont suivi. Après, c'était extrêmement intéressant. Des milliers de gens sont venus dire ce qui n'allait pas. Et il y avait beaucoup de discours... alors, ce n'était pas trop extrême droite, mais il y avait beaucoup un discours anti-élite, là, on nous méprise, etc. Et toute cette parole-là, si elle n'est pas reçue quelque part, bien sûr qu'on sait où elle va. Et donc, c'est dans notre enjeu, oui, ça va être de pouvoir discuter, de remettre du conflit démocratique dans les discussions, dans les recherches et dans les compréhensions de tout ça. C'est Hannah Arendt qui disait si on n'arrive plus à avoir un conflit démocratique, à se mettre d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord, et notamment, par exemple, il y a les dimensions de justice fiscale, de justice économique qui sont très fortes derrière ce vote protestataire d'extrême droite et d'anti-élite. C'est de la discussion, c'est du débat qui peut permettre d'enquêter sur ces perceptions-là et peut-être d'amener d'autres compréhensions des choses. Mais on est bien conscient que c'est très compliqué et ce n'est pas quelques dizaines de chercheurs qui vont renverser la vapeur. Mais on pense par contre que la parole ordinaire des gens qui sont attirés par ces discours-là n'est pas écoutée, n'est pas réceptionnée et n'est pas discutée. Donc on voudrait trouver des moyens de discuter avec ces gens-là et de les écouter, de les entendre et de dialoguer. Merci. Je crois qu'il y a une autre question aussi. Oui, allez-y. Je peux y aller? Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Je vous ai bien écouté et je me suis posé une question. C'est que dans une société, quelle qu'elle soit, il y a des rapports de force, des rapports de pouvoir. Comme dirait Marx, il y a une lutte de classe sociale. Et je me suis demandé pourquoi, dans votre discours, à travers toutes les recherches que vous faites sur de nouveaux concepts, se rapportant aux différentes formes de participation, cette dimension est complètement évacuée. Mm-hmm. Et il me semble que si on ne la prend pas en considération, on va taper à côté encore une fois, et on va, comme intellectuel, comme chercheur, continuer à persévérer dans une espèce de folie de création de nouveaux concepts qui se font concurrence les uns les autres, mais qui, en tout cas personnellement, ne me permettent pas d'avoir une vision plus claire sur ce qu'il faut faire comme société. Je pense aux migrants, aux pauvres. Vous avez parlé de pauvres, de populations non concernées par l'organisation de la société. Donc, si on évacue les problèmes de rapport de force, qu'est-ce qui reste? Donc, voici ma question. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est intéressant de ramener ça. Oui, toute la dimension de lutte, de stratégie syndicale et de lutte sociale est bien sûr importante. C'est sous-jacent à toutes ces démarches. Après, c'est toujours la question
des structures et des grands débats peuvent nous faire perdre une partie de la population en route. C'est comme l'histoire de... je pense que dans l'économie sociale, vous avez ça. À partir du moment où on dit ces initiatives-là de participatives, un peu alternatives, ou ces coopératives, finalement, ça va détourner les travailleurs de la lutte, de la grande lutte. Donc, il vaut mieux pas perdre de temps avec ces petites choses et puis se concentrer sur la grande lutte et sur les grandes explications. Mais je ne suis pas sûre je pense que cette question de la compréhension marxiste de la société, elle peut venir et elle doit venir dans l'accompagnement de toutes ces démarches, mais ne pas être imposée et ne pas être un préalable. Parce que là, on perd une partie de la population. Donc, c'est une question, bien sûr, dans les démarches les plus intéressantes, il y a la question de la transformation sociale, de la justice sociale, de la justice écologique, de la justice redistributive. Il y a toutes ces dimensions-là chez ces professionnels et chez ces chercheurs. Mais c'est quelque chose qui n'est pas diffusé ou réclamé haut et fort comme un préalable. C'est quelque chose qui doit s'accompagner. La transformation sociale, dans le sens d'une société plus juste, organisée différemment, il va falloir l'inventer puisque on a des exemples, on a des utopies, on en a parlé hier, Marina Leda ou d'autres. Comment est-ce qu'on fait vivre ces utopies, comment elles peuvent se regrouper et comment inventer une société plus juste, ça reste une question ouverte. Merci. On a encore... oui, allez-y. Oui. Dernière question. Emmanuel Champion, Université TÉLUC. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi aussi, j'avais une grande question. Je me demandais comment vous intégrez dans vos réflexions la question de la complexité, parce que je ne l'ai pas entendue, et avec tout ce qu'on s'est dit sur les crises multiples à différents niveaux, la crise environnementale, la crise systémique. Et quand je vous entendais sur une politisation discrète... Et que le fait qu'il y avait un retrait un peu de l'espace public, justement, parce qu'on n'est pas à l'aise avec les grandes idéologies. Mais moi, je me demandais, est-ce que ce n'est pas notre incapacité à appréhender la complexité des défis, des enjeux, et qui faisait en sorte qu'on se retirait pour se retrouver dans des récits un peu communs sur notre vécu personnel. Et je le retrouve aussi dans la question de la délibération. Je me demandais si vous pourriez l'aborder, comment la complexité, finalement, vient complexifier la délibération, l'espace public, justement parce qu'on est incapable de... Et on voit je pense aux médias en France où on cristallise les idéologies, comment dire, on exacerbe les oppositions, etc., au lieu d'éclairer cette complexité dans laquelle on devrait pourtant se retrouver, malheureusement. Voilà, merci. Merci encore. Merci. En fait, la complexité, oui, ça me fait penser... Donc John Dewey, c'était dans les années 1920, son livre « Le public et ses problèmes », il disait que le souci qu'on avait dans la démocratie, c'est qu'on avait du mal à faire le lien entre ce qu'on vivait et puis d'où vient la décision, qui prend les décisions. Et pourtant, c'était dans les années 20, c'est encore pire maintenant avec l'internationalisation, la mondialisation, le capitalisme financier et tout ça fait qu'il y a vraiment une forte complexité de la vie. Voilà, Edgar Morin en parle très bien aussi. Et justement, tout l'enjeu de l'enquête sociale chez Dewey, c'est de pouvoir avoir une prise sur cette complexité en partant de récits, en partant de confrontations de points de vue, en partant peut-être de comprendre les conflits, les acteurs en présence, qui est responsable de quoi. Et c'est par des enquêtes comme ça, une multiplication de ces enquêtes dans la société que finalement on comprend mieux d'où viennent les injustices et d'où viennent les problèmes. Et donc je pense que oui, cette complexité, elle est un souci et elle peut être un frein, puisqu'on va même pas plus chercher à comprendre et à savoir qui fait quoi. Et donc on abandonne, on délègue la question de la démocratie à d'autres. Et donc c'est bien tout l'enjeu de ces démarches que de ramener de la complexité, ramener du conflit, ramener des points de vue différents et tous un petit peu mieux comprendre comment fonctionnent les injustices et comment essayer de les contrer. Merci. On va prendre une dernière question. Bonjour Mathilde Manon, je suis doctorante à l'UQAM et je travaille sur le croisement des savoirs. Et en fait, dans votre exposé, vous avez peu parlé de la question de la démocratie locale ou de peut-être la reterritorialisation des processus participatifs, délibératifs. Et je me demande, dans votre projet,
comment ça s'incarne? Est-ce qu'il y a une réflexion sur la reterritorialisation et sur la place des savoirs locaux, de l'ancrage local des savoirs des personnes en situation de vulnérabilité dans ces processus démocratiques? Merci. Merci. Bah oui, bien sûr, dans cette histoire de citoyenneté ordinaire, l'appartenance territoriale ou de groupe, l'appartenance locale, elle joue un rôle central. Donc, la manière dont ça va se donner à voir dans des municipalités, dans des localités est intéressante. Et c'est aussi intéressant de pouvoir faire dialoguer ces savoirs-là expérientiels liés à des territoires ou liés à des expériences de vie avec des expériences plus éloignées à travers des pratiques professionnelles ou de recherche. Donc oui, les villes, les territoires, les quartiers dans lesquels ça s'incarne, c'est important, ça doit être localisé. Et donc ça fera partie de notre enquête. Mais voilà, oui, quand j'ai parlé de Catherine Neveu, c'est vraiment cette dimension de la citoyenneté arrimée à des territoires, à des lieux de vie, à des communautés. Et donc c'est une des sources du savoir et de la citoyenneté que de se sentir proche ou identique, ou de vivre les mêmes problèmes et les mêmes opportunités ou les mêmes savoirs que les autres avec qui on habite.